Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va poursuivre notre cours des antithrombotiques. La première partie, on a abordé les antiagrégants plaquettaires et qui étaient des médicaments qui agissent sur la première phase de l'hémostase, qui est l'agrégation plaquettaire bien sûr, donc ils vont empêcher l'agrégation plaquettaire. Et donc dans cette deuxième partie, on va aborder les anticoagulants. Alors ce sont des médicaments qui vont agir sur la deuxième phase de l'hémostase qui est la coagulation. Donc ils vont empêcher la formation du clou rouge qui va solidifier le clou blanc qui a été formé pendant l'agrégation plaquettaire. Et donc ils vont empêcher également la transformation du fibrinogène en fibrine, qui est le but de la coagulation. Donc les anticoagulants sont classés en deux classes par rapport à leur mode d'administration. On a des anticoagulants qui sont administrés par voie orale et d'autres qui sont administrés par voie injectable. Alors, les anticoagulants qui sont administrés par voie orale, on a les AVK, les antivitamines K, donc qui vont empêcher l'activation des facteurs qui dépendent de la vitamine K, voilà. Et on a les AOD, les anticoagulants oraux directs, voilà. Et les anticoagulants qui sont administrés par voie injectable, on a les héparines, la grande famille des héparines, on a les HNF, les héparines non fractionnées, on a les HPPM, héparines de bas poids moléculaire, l'énoxaparine et le Lovenox qu'on connaît, et on a le fondaparinux et on a la bivaluridine. D'accord. Donc dans cette première partie, tu as les anticoagulants, on va aborder seulement la famille des héparines, et voilà, c'est-à-dire les anticoagulants qui sont donnés par voie injectable. Voilà. Alors, HNF. HNF, c'est l'héparine non fractionnée. L'héparine non fractionnée, ce sont des glycosaminoglycanes sulfatés naturels qui sont issus de l'intestin du porc, voilà, ils sont d'origine porcine en fait, voilà. Donc ils ont une action indirecte. L'action indirecte, c'est-à-dire ils vont pas directement empêcher la coagulation. C'est en fait ils vont activer l'antithrombine. C'est même si هما حيروحوا يحبسوا les facteurs, هما حيروحوا يactiver l'antithrombine, ou l'antithrombine هي اللي تروح elle va empêcher donc l'activation des deux facteurs en fait. Donc elle va inhiber le facteur 10A et le facteur 2A. Donc on va essayer de se rappeler un petit peu de la cascade de coagulation. La cascade de coagulation, c'est quoi le but? Le but, c'est d'activer la thrombine. La thrombine, il y a le facteur 2A. Ensuite, la thrombine, elle va transformer le fibrinogène en fibrine. Voilà, le caillot de fibrine, les voies, il est, il marque la fin de la coagulation. Alors, donc on a deux voies, on a une voie intrinsèque et une voie extrinsèque. La voie intrinsèque, il y a plusieurs facteurs de coagulation. Le facteur 12, on va dire le facteur 12 il activé, il va activer le facteur. Il y a كل واحد يولي activer et activer واحد آخر. Facteur 12, il va devenir 12A, donc il va activer le 12, le 11, le 11 il devient activé, il va donc devenir 11A. Le 11A, il va activer le 9, le 9A, il va activer le 8. Ou en bada, donc bon, il y a surtout, si je vous montre les rêves, donc voilà, le 12, il va devenir 12A. Voilà, on va. Alors, si vous voyez ici, avec le 12, voilà, comme ça c'est mieux. Donc voilà, le 12, il va être activé en 12A. Qui dit que l'A est active. Je crois que c'est bien. En bas de le 12A, il va activer le 11 en 11A. En bas de le 11A, il va activer le 9 en 9A. En bas de le 9 activé, il va activer le 10 en 10A. Le 10A, vous voyez, il va activer, il va transformer la prothrombine liée à le facteur 2, voilà, liée à le facteur 2, voilà, en thrombine, qui est une prothrombine, tous les thrombines liées le 12A, le 2A, pardon. Le 2A, donc il y a l'enzyme terminale, elle va transformer le fibrinogène en fibrine. Voilà, on a تحبس العملية. Donc ce sont les facteurs intrinsèques. Voilà, les facteurs intrinsèques. Voilà, donc pour les facteurs extrinsèques, on a le facteur tissulaire qui va se lier au facteur 7, il va l'activer, voilà, le facteur tissulaire, il va se lier au facteur 7, il va l'activer et ils vont directement activer le 10. Voilà, donc la voie extrinsèque est plus courte. Voilà, le facteur tissulaire, il va se lier au facteur 7.
il va devenir actif, bien sûr. En bas, il va activer le 10. En 10A, on peut le ramener. 10A, il va activer la prothrombine en thrombine, et le 2A. En bas, le 2A, il va transformer le fibrinogène en fibrine. Voilà, le caillot de fibrine qui est plus solide. Voilà. Donc, les HNF, je vais directement là, on a action indirecte parce que activer une molécule qui est naturellement présente dans le corps, il y a l'antithrombine. L'antithrombine, c'est une molécule qui va inhiber là, voilà, donc elle va inhiber le 2A et le 10A. Donc voilà, elle va agir ici avec le 10A et le 2A aussi. Donc l'action là, l'antithrombine. Voilà. Antithrombine, elle va agir ici. Et donc les HNF, ils vont stimuler l'antithrombine. Voilà, ils vont activer l'antithrombine. L'antithrombine, voilà. La molécule, elle est physiologiquement présente dans notre organisme. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Donc HNF, donc on peut dire que les héparines non fractionnées ont deux actions. Action anti-10A et anti-2A. Comment? C'est en stimulant ou en activant l'antithrombine. Les inhiber les deux. Voilà. On a deux types des héparines non fractionnées. On a la sodique et on a la calcique. Alors, on peut la donner soit sous-cutanée, qui met de la sous-cutanée toutes les 8 à 12 heures, et ou là, on intraveineux par seringue électrique. Donc, d'abord, on va la donner en dose de charge. Ensuite, on va l'adapter selon le TCK. En fait, on ne peut pas prédire la dose. On ne peut pas prédire la posologie. On va commencer, on va donner une dose, et puis on va adapter selon le TCK, le temps de céphalie kaoulan. Les OUA, c'est un paramètre qui nous permet de savoir quelle dose il faut donner l'héparine non fractionnée, d'accord? Donc, on doit toujours le surveiller, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Donc, le surveiller pour savoir quelle dose il faut donner de l'HNF. Donc, les HNF, c'est un point négatif, parce qu'on ne sait pas, on doit toujours les surveiller. Voilà, donc le TCK. Donc l'intérêt majeur les HNF qui sont très intéressants, l'intérêt qui est le plus intéressant, c'est qu'on peut les donner chez un patient en insuffisance rénale sévère. Pourquoi? Parce que l'élimination ne se fait pas au niveau rénal, elle se fait par captation cellulaire. Donc ça c'est une bonne chose, c'est un point positif qui permet qui nous permet de prescrire les HNF chez un patient en insuffisance rénale sévère. Voilà. Ensuite, le deuxième point positif, c'est qu'il n'y a pas de passage dans le lait maternel ou bien un passage placentaire, et du coup, on peut les donner même chez la femme enceinte. Voilà. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc on a les deux intérêts qui sont majeurs, qui sont très intéressants par rapport au... voilà, donc l'indication. Alors, le TCK ou le TCA, c'est quoi? C'est un temps, temps de céphaline kaoulan, qui compte TCK, ou là, TCA, le temps de céphaline activateur. Avec le temps, c'est zaman, ça nous permet d'évaluer, on va dire, d'explorer les facteurs de coagulation de la voie endogène ou de la voie intrinsèque. Voilà, avec le TCK ou le TCA. Bon, entre parenthèses, si on veut explorer par exemple la voie extrinsèque, on peut doser le TP, le taux de prothrombine, ou le TQ, le temps de Quick. Alors, très bien. Donc, le TCK, c'est un rapport, en fait. Donc, c'est le temps, tu as le malade, tu as le patient, mais le temps d'un témoin. Voilà. Donc, à l'état normal, normalement, il est inférieur à 1,2. Les patients, ils cherchent un anticoagulant, une anomalie de la coagulation, voilà. Mais chez un patient qui est sous anticoagulants, sous HNF, qui le ou la HBPM, un anticoagulant, voilà, en général, le temps est plus allongé. Donc, je ne vais plus allongé, mais il y a le temps pour la coagulation, parce que ils pour la coagulation. Donc, le temps, il va être allongé. Donc là, c'est un patient qui est sous anticoagulant. Donc, c'est l'état normal. Ou entre parenthèses, qui compte chez un patient qui a une anomalie, le santé ou une maladie ou n'importe quelle chose. Très bien. Donc là, le temps il est très très important. Très important. Il faut l'évaluer, l'explorer pour savoir si notre traitement il est efficace ou pas. Donc, le patient, on ne peut pas prédire la dose. On va donner une dose.
as les HNF au début, le protocole. On commence le traitement et on dose le TCK 6 heures après. On va le doser. S'il est dans la norme, il a le TCK تاعنا, il est dans la norme, il est dans la norme تاعنا اللي حنا نحوسوا عليها. Là, on maintient la dose. On va voilà, garder la dose اللي مديناها له. Voilà. Mais sinon, on va augmenter ou bien diminuer selon la cible et on redose bien sûr le TCK 4 à 6 heures après. Et donc là, c'est l'inconvénient, on doit le donner qu'en intra-hospitalier, c'est-à-dire parce on doit surveiller le patient. Donc c'est un risque hémorragique, on a peur, hein, donc ça c'est sérieux, c'est-à-dire il faut garder le patient et l'hospitaliser et le surveiller. Voilà, on fait le traitement et on dose le TCK, voilà. C'est le premier moyen de surveillance, c'est le TCK. Voilà, c'est le TCK. HNF مع TCK. Deuxième moyen de surveillance, c'est la formule. La formule, c'est très important. Il faut faire FNS avant le début du traitement pour avoir la base, à la base, le patient surtout qu'est-ce qu'on craint le traitement par les HNF, c'est la thrombopénie, c'est la diminution du taux de plaquettes. Donc il faut avoir un chiffre de base, un taux de base, on va dire, les plaquettes avant le traitement. Je vous le patient les plaquettes, on perd 2 fois par semaine pendant les 3 premières semaines du traitement, voilà. Et puis, une fois par semaine, voilà, lorsqu'on voit Belly, ça va, il n'y a pas eu de problème ou quoi que ce soit. Donc, c'est un effet secondaire majeur des HNF, enfin des héparines en général. Il est majeur, donc on doit vraiment, c'est systématique. Il faut surveiller, donc d'abord par le TCK. Pourquoi le TCK? Quel est le but du TCK? C'est pour adapter la posologie. Ensuite, le deuxième moyen de surveillance, quel est le but à la FNS? C'est pour prévenir la thrombopénie. TIH, c'est la thrombopénie induite par les héparines. Donc, il y a le dernier point. Alors, si on a une hémorragie, c'est-à-dire un surdosage, là, on va donner un antidote. Et heureusement qu'on a un antidote qui est le sulfate de protamine. Et à la même dose que l'héparine. Donc, l'héparine, la même dose, l'antidote pour traiter ce surdosage lorsqu'on a une hémorragie. Voilà, donc là, en urgence, on doit le traiter. Très bien. Donc, c'est très simple. Les HNS, c'est très très simple. Il faut juste... alors, c'est une action indirecte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont stimuler, ils vont activer l'antithrombine. L'antithrombine, c'est un inhibiteur de 2 facteurs, 10A et 2A, qui est physiologique chez nous, voilà. Donc, il y a des choses, bien sûr, pour avoir toujours un équilibre. Mais la HNF qui me doit, donc elle va activer encore plus l'antithrombine, qui va donc inhiber le 2A et le 10A, et donc elle va empêcher la coagulation et la formation, ou bien la transformation du fibrinogène en fibrine. Voilà. Donc, un net de type, un sodique et calcique, et puis les deux intérêts majeurs, c'est que, bon, surtout l'intérêt majeur, c'est l'insuffisance rénale sévère, parce que une captation, donc l'élimination se fait par captation cellulaire et non pas par élimination par voie rénale, voilà. Donc, on peut les donner chez un patient en insuffisance rénale majeure, et puis ils n'ont pas de passage dans le lait maternel ou bien dans le placenta, donc on peut les donner chez la femme enceinte et même celle qui allait. Donc voilà, il faut l'avoir le schéma, il faut bien garder le schéma en tête parce qu'il est très important. Il y a une qui fait la voie intrinsèque, la voie extrinsèque. Ça nous permet de savoir voilà comment les médicaments ils vont agir. Voilà, donc on a la voie intrinsèque, voie extrinsèque. La voie intrinsèque, il y a les facteurs. On a le 12, on va activer فيهم وهذا كل واحد يكون activé يروح يactiver les mots. Donc le 12 il va être activé, on va dire les 12A, 12A il va activer le 11, le 11 il va activer par la suite le 9 il va activer le 8 et puis on va activer le 10. Et puis, lorsqu'on active le 10, il va activer la prothrombine en thrombine, qui est le facteur 2. Et l'enzyme la thrombine, elle va transformer le fibrinogène en fibrine pour permettre de former le caillot de fibrine qui va solidifier le caillot qui a été formé pendant l'agrégation plaquettaire. Ensuite, on a pour la voie extrinsèque, le facteur tissulaire qui va donc qui va se lier plutôt au facteur 7 et donc l'activer complètement, et donc les deux, donc ils vont activer seulement le facteur 10 et la même chose, c'est la voie commune. Donc les deux, comment est-ce qu'on peut les évaluer les deux voies, les facteurs de la coagulation, que ce soit voie intrinsèque ou extrinsèque. La voie intrinsèque, on va la surveiller par le TCK ou le TCA, alors que la voie extrinsèque, on va la surveiller par le TP, le ton de prothrombine. C'est le ton, c'est pas le taux. Voilà. Alors,
Alors, les HBPM, donc les HBPM, ils ont été développés après les HNF. بعد ما شفنا بلي les HNF malheureusement عندهم بزاف malgré qu'ils sont bien, voilà, on avait dit les intérêts تاعهم, malheureusement عندهم les effets secondaires تاعهم, c'est surtout la thrombopénie et qui est très grave qui voilà, elle est très grave. Donc on a développé d'autres héparines de bas poids moléculaire. Donc moi c'est on les a produits à partir bien sûr des HNF, mais on a fait une dépolymérisation chimique des HNF, donc on les a rendus plus petits. Voilà, elle a bien de bas poids moléculaire. Voilà, donc on a l'intérêt. Donc elles ont une action principale anti-10A. Alors que si on fait la différence avec les HNF a deux actions, anti-10A et anti-2A. D'accord, donc il y a des premières différences. Les HBPM elles ont seulement une action anti-10A. Donc l'avantage تاعهم عندهم un effet rapide, عندهم une dose fixe. Donc deuxième chose voilà, lorsqu'on les compare avec les HNF, c'est quand même une dose fixe. On a les HNF, on peut pas avoir une dose fixe, on peut pas prédire la dose, on doit donner une dose, voilà, comme ça, et puis on va surveiller avec le TCK. Alors que les HBPM, dans une dose fixe, selon la molécule, soit donc selon le but, soit un but préventif. Quand est-ce qu'on prévient on utilise les héparines pour prévenir quelque chose, c'est lorsqu'on a une immobilisation prolongée, un patient qui a été opéré, une femme post-op ou la post-accouchée, le postpartum, parce qu'on a un risque de quoi? D'une maladie thromboembolique veineuse. C'est-à-dire, on a un risque de formation d'une thrombose veineuse profonde et le risque majeur, la complication majeure, c'est l'embolie pulmonaire. Donc, il faut prévenir. Donc, bien sûr, le patient qui est alité pendant très longtemps, immobilisé, post-accouché, post-op, etc. Là, il faut prévenir. Donc, on a une dose préventive qu'on va donner chez un patient, donc on aura fait à la dose. Sinon, dans un deuxième but, c'est le but curatif ou la thérapeutique. Dans ce cas, la maladie, on est en train de la traiter. Voilà. Donc elle est adaptée bien sûr au poids, 2 fois par jour, l'essentiel. Donc chaque molécule a la dose fixe qu'on va la donner. Voilà, chez le patient, elle a le poids TAO, etc. Donc là, il n'y a pas on n'a pas besoin de surveiller par un paramètre ou quoi que ce soit. Donc l'inconvénient, c'est qu'ils sont contre-indiqués dans l'insuffisance rénale terminale parce qu'ils ont une élimination rénale. Donc ça, c'est un problème. Donc on ne peut pas les donner. Donc vous voyez, là, on est en train de comparer entre les deux, HBPM et HNF. Par contre, on peut les donner chez la femme enceinte. Donc ça, c'est une bonne chose. Au cours de la grossesse, on peut les donner. Voilà. Alors, la surveillance, on a dit, elle n'est pas systématique, mais si on donne une dose thérapeutique, on peut surveiller l'effet anti-10A pour voir est-ce que c'est efficace ou pas, ou en cas d'insuffisance rénale légère ou à modérée. Donc il y a une insuffisance rénale légère, modérée, on peut les donner, éliminant directement. Et donc, mais il faut surveiller. Voilà, il faut surveiller. Je m'excuse, un surdosage parce qu'ici le rein il ne fonctionne pas, donc on n'aura pas l'élimination de les molécules, les HBPM, donc ils vont rester pendant longtemps dans notre sang et donc ils vont provoquer des hémorragies. Voilà, donc il faut surveiller. C'est chez un patient qui est en insuffisance rénale légère. Et ou là, on va surveiller ou qui a un poids très important, un poids plus faible. Pourquoi? Parce que encore une fois, on a la dose donc elle est adaptée au poids. Donc on crève il a medina bzaf chez un patient qui est maigre, voilà, donc l'action ou voilà, donc l'effet plus important, donc on a un risque hémorragique, ou là chez un patient qui est plus donc en surpoids, on va dire. Donc là on a un risque par exemple d'inefficacité plutôt parce qu'on n'a pas donné assez. Donc c'est pour cela qu'il faut surveiller. Donc vous voyez, donc ça dépend du patient. Voilà. Ou bien si on a une hémorragie inexpliquée sous HBPM, bien sûr là il faut explorer, il faut trouver quelle est la cause. Voilà. Alors la formule n'est pas systématique avec les HBPM parce que le risque de thrombopénie n'est pas très important, n'est pas aussi important que en cas d'HNF. Donc voilà, FNS, la formule n'est pas systématique parce que les héparines non fractionnées ont un risque majeur de thrombopénie induite par les héparines, alors que les HBPM, pas vraiment. Voilà. Allez, parce que les HBPM, صنعوهم طوروهم من à partir des HNF بعد ما شافوا les effets secondaires تاع les HNF. Donc ils ont vu les HNF عندهم l'effet de thrombopénie, donc ils ont essayé de l'éviter en produisant, en développant les HBPM. Voilà, donc c'est pour cela que l'effet de thrombopénie مش هيكون très important parce que déjà شافوه باللي كاين في HNF, donc ils ont essayé de l'éviter. Voilà, donc là c'est pour expliquer. Sauf si, la formule, si on a un patient à risque, encore une fois, donc toujours on a des exceptions, patient à risque,
qui a déjà fait une thrombopénie induite par l'héparine, ou là un patient qui était sous HPPM, voilà, donc un patient à risque. Ou là un contexte chirurgical post-traumatique, voilà. Là aussi, il faut surveiller avec la formule, bien sûr, surtout si c'était une chirurgie lourde. Un patient déjà reçu l'héparine il y a 6 mois. Donc, les 3 voilà, situations dans lesquelles il faut faire une formule et surveiller là, le taux des plaquettes. Voilà. Les indications des deux, donc même indication entre les héparines, c'est-à-dire les indications, ça concerne les HNF et les HPPM. Ça, les héparines en général. Donc on va les donner pour prévenir ou là traiter, il y a un curatif, une maladie thromboembolique veineuse, d'accord? Donc il a une thrombose veineuse profonde. On va traiter, bien sûr, on va donner une dose curative. Allez, c'est pour les HPPM. Oui, là, quand il y a une suspicion, ou là, on a peur, donc on a un patient alité, en immobilisation prolongée, etc. Donc là, il faut prévenir, on va donner une dose préventive pour les HPPM, alors que les HNF, on ne peut pas prédire. On va donner une dose, après on va adapter selon le ton de céphalie kaoula. Donc, à prévention et traitement de la maladie thromboembolique, il y a ni les deux, HNF et HBPM. D'accord, à les indications, tu les deux. Dans le syndrome coronarien aigu, à la phase aiguë, on va donner une dose de charge, double anti-agrégant plaquettaire, on va donner l'aspirine et le clopidogrel, par exemple, voilà, donc ça c'est chez nous surtout. Et puis, bien sûr, on va l'associer avec un anticoagulant, d'accord? Donc ça va être une héparine. Thrombose artérielle, on a la circulation extracorporelle et on a la chirurgie cardiaque, d'accord? Par contre, les effets indésirables, on a la thrombopénie qu'on va aborder tout de suite, et on a l'hémorragie. L'hémorragie, c'est clair. Donc, les antiagrégants, les anticoagulants, camel, un risque hémorragique, ça c'est sûr. Donc, c'est des médicaments qui vont empêcher là, le phénomène de l'hémostase en général. Ou là, voilà. Voilà, donc c'est simple. On a les indications et les effets indésirables, les contre-indications. On a cité par rapport à l'HBPM, on ne peut pas les donner chez un patient avec insuffisance rénale sévère parce qu'il a une élimination rénale. Et puis les indications, c'est simple. Prévenir et traiter la maladie thromboembolique. Syndrome coronarien aigu, à sa phase aiguë bien sûr. Thrombose artérielle. La CEC, c'est quoi? C'est la circulation extracorporelle. En fait, c'est un appareil, on va dire. C'est une machine qui va remplacer la pompe cardiaque pendant les interventions chirurgicales du cœur. Donc, pourquoi on a un risque de formation de thrombose lorsque le sang il circule fait avec la machine. Donc, on prévient et pour prévenir, on va donner donc un traitement à base d'héparine. Voilà. Et on a en cas de chirurgie cardiaque encore une fois. Voilà. Les effets indésirables, c'est clair. Donc, l'hémorragie et la thrombopénie. Qu'est-ce que c'est que cette thrombopénie? Alors, thrombopénie, elle peut être soit bénigne ou bien maligne. Maligne, c'est la TIH, thrombopénie induite par l'héparine. Donc elle est de type 1, c'est la bénigne. Elle est modérée, le taux ou elle est précoce, directement. Et ça, c'est, on peut dire un petit peu, ce sera sous traitement. C'est tout à fait normal. Là, dans ce cas, on ne va pas arrêter le traitement. Donc c'est une réaction normale due au traitement. Donc on va garder toujours l'anticoagulation. Alors que dans le deuxième type, c'est la thrombopénie induite par l'héparine, elle est d'origine immunologique. Donc voilà, donc il y a eu un processus immunologique qui va apparaître un petit peu plus tardif que la première, donc entre 5e et 21e jour. C'est pour cela qu'il faut surveiller. On avait dit que HNF, on doit faire une formule avant le traitement pour avoir une dose de base, un taux de base. Ensuite, pendant 2 fois par semaine pendant les 3 premières semaines, et on va dire une fois par semaine, on va toujours surveiller. Donc la formule, une diminution de taux de plaquettes inférieure à 150 000, ou bien donc il a le taux les plaquettes à la 50 000, ou bien ça a une chute des plaquettes de plus de 30%. على بها كنا لازم نديرو FNS avant le traitement باش نعرفوا شحال عندنا لا باز الاولانيه شحال عندي شحال لو باسيون عنده لي بلاكيت ومن بعد نعس نعاود نطيح حتى نشوف بلي نقصوا ب 30%. Donc là je peux dire بلي c'est une TIH. Voilà, par rapport au taux initial. Comment la suspecter?
Donc, lorsqu'on a une aggravation ou là une nouvelle suspicion d'événements thromboemboliques veineux ou là artériels. Donc, je donne le traitement. Normalement, le traitement, il a agi. Le patient, il a fait une thrombose veineuse méthylène. Donc là, c'est pas normal. Ou là, lors si je trouve des lésions cutanées douloureuses aussi d'injection sous-cutanée, ou là une réaction anaphylaxique. Voilà, parce qu'on avait dit qu'elle a une origine immunologique, etc. Donc il va y avoir une anaphylaxie. C'est dans un contexte atopique, un patient qui est atopique, voilà. Donc il va développer cette réaction anaphylaxique. Donc dans ce cas, c'est quoi la conduite à tenir? Il faut arrêter immédiatement et donc on va contre-indiquer cette héparine et puis on va changer. Il faut donner un autre anticoagulant non héparinique qu'on va aborder tout de suite. Alors les autres effets indésirables, on a l'ostéoporose, on a des atteintes cutanées, une hypersensibilité, voilà. Les autres contre-indications, on va citer les effets secondaires, on va les contre-indications. Un antécédent de thrombopénie induite par l'héparine. Donc il faut éviter les héparines. En cas de saignement actif, voilà, un patient qui fait une hémorragie ou là qui fait un AVC hémorragique. En cas de trouble de l'hémostase, donc déjà le patient a une maladie, ou là lors de la phase aiguë d'un AVC ischémique. Pourquoi ça? Parce que on dit donc pendant les 48 premières heures, on va dire, les 48 premières heures d'un AVC ischémique, parce qu'on a peur qu'il y ait transformation de cet AVC ischémique en un AVC hémorragique. Donc il faut complètement éviter les héparines, les anticoagulants on va dire, en cas de dissection aortique et en cas d'insuffisance rénale sévère pour l'HBPM bien sûr. Voilà, donc on demande les contre-indications et les effets indésirables. Le fondaparinux, c'est un autre type d'anticoagulant qui n'est pas héparinique bien sûr, a une activité sélective anti-10A, donc qui mal HBPM, pas d'effet sur les plaquettes, donc ça c'est très intéressant. Donc on peut le donner chez un patient s'il a fait déjà une thrombopénie induite par l'héparine. Donc voilà, c'est un bon remplaçant. Élimination rénale, donc on a une contre-indication en cas d'insuffisance rénale sévère. On va le donner par voie sous-cutanée. Donc, une bonne chose, c'est que a une dose fixe. Il a dans un but préventif, on va donner 2,5 mg par jour. Ou là, dans un but curatif, on va donner dans ce cas 7,5 mg par jour. On n'a pas besoin de surveiller, voilà, donc pas de surveillance biologique spécifique. Les indications, donc là c'est pour prévenir, ou là dans un but curatif d'une maladie thromboembolique veineuse, ou là, dans un syndrome coronarien aigu à la place de l'héparine, chez un patient chez qui on peut pas donner de l'héparine, d'accord? Donc c'est un bon remplaçant qui va revenir, sauf là, le cas de l'insuffisance rénale, ou la grossesse et allaitement, dans ce cas on peut pas les donner. Mais malheureusement, on n'a pas d'antidote spécifique. Donc voilà, si on a un surdosage ou là, voilà, on n'a pas d'antidote malheureusement. La bivaluridine, donc le rôle c'est une inhibition directe de la thrombine, le facteur 2. Le prothrombine, voilà, ou la thrombine, qui s'arrête à l'activation par le facteur 10, d'accord? Donc c'est ça, donc elle va inhiber la thrombine, le fibrinogène en fibrine, d'accord? On a une élimination rénale rapide, on va la donner en intraveineux en fonction du poids, donc voilà. On a une action immédiate et c'est une bonne alternative aux héparines en cas d'antécédent de thrombopénie induite par l'héparine. Voilà, donc elle est tannique. Donc bivaluridine et fondaparinux, on peut les donner chez des patients qui ont fait une thrombopénie induite par l'héparine. Donc voilà, on ne peut pas leur donner de l'héparine. Principale indication, c'est l'intervention coronaire percutanée. Les contre-indications, c'est la grossesse et l'allaitement. Et encore, l'insuffisance rénale sévère, parce qu'on avait dit l'élimination de se fait par voie rénale. On n'a pas d'antidote, encore une fois. Le danaparoïde, donc adatanix, c'est un autre anticoagulant, il a une action anti-10A, élimination rénale, et puis il a un traitement préventif, curatif de la maladie thromboembolique veineuse si une thrombopénie induite par l'héparine. Donc quand même c'est des remplaçants, c'est des alternatives si on a une thrombopénie induite par l'héparine. Donc au début on va donner les héparines parce que moi voilà ce sont les molécules les plus anciennes et voilà donc toujours voilà médéomoma en premier lieu. Mais si on a des contre-indications bien sûr, il faut les éviter et on va les remplacer par les autres molécules, d'accord? Donc voilà, c'est pour cette première partie les anticoagulants. Après, on va aborder les anticoagulants oraux. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Inch'Allah, il n'y a pas eu de faute ou quoi que ce soit. Si vous trouvez n'importe quelle faute, veuillez me corriger dans les commentaires. Et je vous dis bon courage et à la prochaine.